Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lucie, écoute, ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Grâce à qui on se connaît? Alors nous, on se connaît finalement grâce à Aline, Oui. grâce à Aline de The Big Boost, parce que en 2024, on a été coach toutes les deux sur le programme d'accompagnement d'Aline. Yes, donc voilà, le petit coucou est passé, c'est la tradition ici. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, comme tu Ouais, souhaites? ouais. Alors du coup, moi je m'appelle Gwenaëlle, enfin Gwen. Je suis coach et formatrice depuis maintenant plus de 6 ans. Et je suis spécialisée donc, dans le leadership féminin et spécialement sur le syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment une grosse expertise sur le syndrome de l'imposteur. Donc à côté, il faut savoir que je travaille aussi. Je travaille pour une grosse boîte de la FinTech, mais du coup, j'adore mener les deux de front, mon activité de coach et de formatrice et aussi mon travail à côté. Et au-delà de faire du coaching, comme je disais, je fais aussi des formations. Donc, je fais des formations sur le syndrome de l'imposteur, mais aussi, je suis spécialisée en process communication. Je ne sais pas si tu vois ce que Je c'est. vois ce que c'est, mais si C'est tu peux un outil, expliquer pour ceux qui écouteront. c'est un outil en fait qui permet de mieux communiquer avec les autres, notamment d'adapter son style de communication en fonction des différents profils de personnalité. Ok, génial. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, en fait, le déclencheur pour me mettre au coaching, c'est que avant ça, moi j'étais manager. Euh, j'ai travaillé beaucoup pour des grosses boîtes. Hein. Donc j'ai travaillé à l'international pour des boîtes comme Apple, comme Philips. J'étais manager et en fait, je me rendais compte que des personnes qui n'étaient pas forcément dans mon équipe venaient me voir pour me demander des coachings. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est un truc que je sais faire, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et finalement, à l'époque, du coup, je travaillais à Lisbonne et je suis rentrée en France et je me suis dit, allez, go faire une formation de coaching. Et lors de cette formation de coaching, j'ai rencontré une fille qui faisait justement de la process communication et c'est ça aussi qui m'a donné envie de me former. Donc, voilà, je suis devenue coach, mais comme tu sais, au début, quand tu sors de l'école de coaching, tu sais pas forcément c'est quoi tes appétences, vers Ouais. quoi tu as envie d'aller. Et en fait, le leadership féminin, ça s'est fait au fur et à mesure en fait que je coachais des personnes. Bien souvent, c'était des femmes. Et en fait, il y avait toujours le même truc qui revenait. C'était j'ai pas confiance en moi, ce fameux syndrome de l'imposteur. Et en fait, finalement, ça faisait écho aussi à ce que moi je vivais, hein, parce que clairement, moi aussi, je me posais des questions. Je me disais, mais je comprends pas, non, je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, enfin, j'ai pas la légitimité. Et en fait, je me rendais compte que finalement, toutes les personnes que j'avais en face de moi, elles étaient confrontées au même problème que moi. Et du coup, j'ai fait des recherches et je me suis vraiment fascinée, enfin, j'ai été fascinée par le sujet et j'en ai fait mon expertise. Super. Est-ce que tu veux bien définir, s'il te plaît, justement, le syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se caractérise? Ouais, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on parle d'un syndrome, et le mot syndrome, c'est vrai que ça fait Ça fait référence un un peu peu peur. à la maladie, tu vois, comme si on était touché par quelque chose, alors qu'à la base, c'est vrai que le terme exact, c'était imposter phenomenon. C'est plus un phénomène, Ok. tu vois. Et Donc en c'est notre gros, traduction française qui est un peu. ouais, ouais, mais après, même en anglais, maintenant, ils disent imposter syndrome, tu Ok. vois. Mais c'est vrai qu'à la base, les personnes qui ont fait pour la première fois référence au syndrome de l'imposteur appelaient ça imposter phenomenon, donc le phénomène de l'imposteur. Et en gros, si on va au sens large, ça désigne donc un ensemble de pensées, de comportements et de ressentis que peut avoir une personne qui doute chroniquement de ses compétences et qui va avoir tendance à attribuer ses réussites à des facteurs externes, comme par exemple la chance, le bon timing, l'aide des autres, plutôt qu'à ses propres mérites, ses propres compétences et ses capacités. Donc en fait, il est souvent accompagné d'une peur qui est persistante d'être démasqué. On va se rendre compte que je suis une fraude. On va se rendre compte que je n'ai pas les compétences qu'on dit que j'ai. Tu vois. Ouais. Et donc, finalement, le syndrome de l'imposteur, il a trois composantes. C'est la croyance qui est fausse, que tu as réussi à tromper ton monde.
en fait, en leur faisant croire que tu es plus talentueuse, que tu es plus intelligente, que tu es plus compétente ou qualifiée que tu ne l'es réellement. Ensuite, cette croyance, elle persiste malgré les preuves concrètes, tu vois, de tes réalisations ou tu vois, des choses que tu as pu réussir. Ouais. Et donc, du coup, vu que tu attribues ça à des facteurs externes, comme la chance, les bonnes connexions, le bon timing, tout ça. Et donc, ensuite, ça entraîne la peur constante d'être démasqué, qui alimente encore plus tes doutes. Ouais, c'est un cercle. Ouais. Et c'est là aussi où il faut faire la différence, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est pas simplement juste douter de soi, en fait. Le doute, en général, il est temporaire. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ça, ah bah tiens, est-ce que je suis capable? Tu vois, là, j'ai un petit doute, tu vois, alors que le syndrome de l'imposteur, il y a vraiment une récurrence et surtout les cycliques, tu vois. Ouais. Peu importe le nombre de fois où tu réussis à faire quelque chose, eh ben, il revient. Ok, il est toujours là comme une vieille valise qu'on traîne, Ouais. quoi. Et surtout aussi, je fais aussi bien la différence parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est un problème d'estime de soi. Non. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un problème d'estime de soi. Le syndrome de l'imposteur, c'est une croyance. C'est une fausse croyance de ce que j'ai sur ce qu'est la compétence. Parce que, tu vois, l'estime de soi, c'est la valeur que je me porte. Oui, c'est le lien, la valeur, l'estime de soi. La valeur que je me porte. Et en général, quand j'ai une faible estime de moi, c'est vraiment, genre, je vais faire les courses, je sais pas, j'ai pas pris le bon pot de Nutella, je suis vraiment nulle, tu vois. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment lié à quelque chose de professionnel, tu vois, de compétences pro. Ok. Et donc, j'ai une croyance sur ce que c'est. Et donc, si je peux développer encore plus, c'est que tu vois, il y a 5 types de croyances, 5 profils de syndrome de l'imposteur, qui sont par exemple donc la perfectionniste. La perfectionniste, c'est j'ai la croyance que la compétence, elle vient du fait que tout est parfait. Et si je fais quelque chose et que ce n'est pas parfait, c'est la preuve de mon incompétence. D'accord. La perfectionniste. Ensuite, on a l'experte. L'experte, elle pense que sa compétence, elle vient du fait de savoir tout sur tout. C'est-à-dire que j'ai la connaissance de tout. Et si on me pose une question et que j'ai pas la réponse, c'est la cata. On vient de me démasquer. Ok. C'est la preuve de mon incompétence. Ensuite, on a la soliste. La soliste, elle, sa croyance, c'est que si je suis compétente, c'est que j'arrive à tout faire toute seule. J'ai pas besoin de demander de l'aide. Si à un moment on vient me proposer de l'aide ou on me demande d'être accompagnée, ça y est, on vient de me démasquer. Je ne suis pas aussi compétente que je pense. La super-héros, en gros, c'est un peu la Linette Scavo, c'est-à-dire que je suis compétente dans tous les domaines. Je suis super maman, je suis à 100% dans tout. Dans ma maternité, dans le domaine professionnel, dans le fait, je sais pas, avec mes amis. Et en gros, si jamais je ne suis pas à 100% dans un des domaines, c'est la preuve de mon incompétence. Et enfin, la dernière, c'est la génie naturelle. Ma compétence, c'est de savoir tout faire du premier coup. C'est-à-dire, il n'y a pas d'apprentissage. Si je ne sais pas faire un truc du premier coup, c'est la preuve que je ne suis pas compétente. Ok. Et donc, ça prend longtemps parce que je t'explique vraiment, tu vois. Oui, mais c'est hyper intéressant, donc c'est finalement, du coup, en fait, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par la critique interne, cette voix dans ta tête qui vient te dire non mais t'es bête, enfin, tu n'y arriveras jamais. Pour qui tu te prends? T'es pas légitime, t'as pas les bons diplômes, tu vois. C'est une voix qui vient dans ta tête, qui intervient par des petites pensées parasites, en fait, qui viennent te dire t'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas. Voilà. Ok. Tu as évoqué rapidement la chance, et c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. C'est quoi, toi, ta vision de la chance? Est-ce qu'on va la chercher, justement, cette notion de chance? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. En fait, je pense que la chance, elle se déclenche aussi. Tu vois, c'est-à-dire que si tu restes les fesses dans ton canapé et que jamais tu prends d'initiative et que tu restes enfermé dans ta peur, en fait, tu peux pas provoquer la chance. Je pense que la chance, c'est aussi l'excuse qu'on se donne, ou en tout cas qu'on peut se donner, par exemple, de dire ouais, cette personne, elle a eu de la chance. Alors oui, peut-être qu'il y a des éléments qui se sont alignés et forcément, tu vois, le hasard rentre en compte. Mais le hasard est rentré en jeu, mais parce qu'il y a eu des actions qui ont été initiées. Tu vois, c'est comme, voilà, quand tu sais, les dominos, là, quand tu
inities, tu lâches le premier domino, les autres s'enchaînent, tu vois. Ouais. Et donc, pour Mhm. moi, la chance, d'une certaine façon, elle se provoque aussi. Ok. Voilà, oui, bien sûr, il y a possibilité que ça se passe pas comme tu avais envie que ça se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien qui se passera s'il n'y a pas d'initiative. Ok. Est-ce que selon toi, le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement féminin ou il peut aussi être masculin? Non, alors non, c'est pas uniquement féminin. Alors effectivement, je pense que après ça c'est mon opinion. J'ai pas de données Oui. scientifiques pour étayer ça. Je pense que euh, au-delà du facteur que ce soit féminin et masculin, je pense que les femmes ont aussi du fait de la manière dont elles sont socialisées, la manière dont elles sont représentées dans la société, plus de chances en fait de douter, tu vois, d'être dans ce truc-là. Maintenant, bien entendu, les hommes aussi peuvent expérimenter le syndrome de l'imposteur. Maintenant, en fait, la différence, ça va être dans la manière dont il va se manifester. Tu veux, une femme, par exemple, et encore une fois, là, je fais des généralités. C'est Mhm. pas parce que toutes les femmes ne vont pas réagir de la même manière et tous les hommes ne vont pas réagir de la même Non. manière. Mais par contre, on va parler de tendance. Et c'est vrai qu'une femme, elle aura plus tendance justement à en faire beaucoup plus, c'est-à-dire, tu vois, à surtravailler, surdélivrer pour justement ne pas se faire découvrir. Et un homme, pour ne pas se faire découvrir, il aura tendance justement à jouer plus petit avec des gens Ok. qu'il considère moins compétents que lui pour rester à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je vois. Voilà. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs exemples de ce que tu observes? Parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, tu vois, chez les femmes, c'est souvent ce doute quand on est dans la phase du bilan de compétences où, par exemple, on regarde un peu les offres qui pourraient les intéresser. Je décortique, tu vois, avec ces personnes et elles me demandent souvent, mais est-ce que vous pensez que je dois postuler à cette offre? Et je suis là, mais c'est quoi cette question? C'est bizarre de me demander à moi mon avis de est-ce qu'elle doit postuler et elles me disent toujours mais j'ai pas telle compétence, j'ai pas telle compétence. Donc voilà, je voulais un petit peu un retour sur ce que toi tu observes et ce que c'est caractéristique du syndrome de l'imposteur. Ah bah ça, alors je l'observe tellement aussi, mais en fait c'est tellement observable qu'il y a même des chiffres qui sont sortis là-dessus. Une femme, elle va postuler à une offre quand elle aura plus de 120, enfin 100 ou 120% des compétences, et un homme, lui, va postuler quand il en aura 60. Tu vois, donc grosse Ah, parce différence. que moi j'avais un 70 chez les hommes et 90 chez les femmes. C'est Ouais, ça que bah j'avais en après, je pense tête, que mais ça, ouais, tu vois, je pense que ça mais en évolue. tout cas, Mais tout l'idée est ça là. pour dire que, tu vois, une femme, elle va vraiment se sentir, tu vois, encore une fois, on est dans un truc, un profil experte, c'est-à-dire que je suis compétente si je coche 100% des cases, tu Ouais. vois. Et bien souvent, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elles vont lire l'annonce, elles vont dire, ah non, mais attends, moi, j'ai jamais fait de PowerPoint. Ah bah, du coup, c'est sûr, je suis pas, je suis pas faite pour ce job. Alors que tu vois, elles cochent la majorité des trucs, mais genre, il y Oui, a juste un truc qu'elles ont pas une et petite ligne. elles s'auto-rejettent toutes seules. Mais en fait, c'est aussi, c'est symptomatique. J'observe énormément, surtout de stratégie pour se cacher. Hmm. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est une sorte de procrastination un peu active. C'est-à-dire Ouais, que du coup, elles mettent en place des trucs pour ne pas être confrontées euh, à la vie extérieure. C'est-à-dire que tu vois, là tu le disais avec je vais pas postuler parce que j'ai pas les compétences. Elles s'auto-rejettent ouais, elles-mêmes avant que les autres potentiellement le fassent. ouais. Et donc, du coup, il y a plein, ça, c'est des trucs que je vois très souvent, des stratégies qui sont mises en place. Bah, tu vois, par exemple, ah oui, bah, je vais faire une dernière formation ou je vais suivre ce dernier truc. Et puis, je vais demander une lettre de référence de Michelle Obama. Enfin, tu vois, il y a toujours une liste. Et en fait, à chaque fois que la liste, elle est terminée, il y a toujours un truc qui se rajoute. Tu vois? Donc ça c'est un truc que je vois énormément. Euh, un truc aussi que je vois souvent, c'est je m'occupe d'aider les autres dans leurs projets.
plutôt que de m'occuper de mon propre truc. Ok, ça tu le vois souvent. Ouais, ça, je le vois aussi pas mal. Et en fait, je l'ai vu aussi chez moi. Tu vois, ça, c'est un truc que je fais aussi beaucoup. Mais bon, j'en ai conscience. Mon Dieu. Mm. La première étape. Ouais. Donc, ouais, c'est ce genre de stratégie ouais, que je vois. Mm. Ben, il y avait une stratégie sur laquelle je voulais que tu reviennes justement, c'est ce côté accumulation de savoir, sans Ouais. des fois, parfois, ne jamais les utiliser ou juste se dire, hop, bah, c'est bon, j'ai accumulé telle compétence, elle ne me sert pas, mais je l'ai. Ouais. Bah, c'est une manière, oui, c'est une manière de ne pas passer à l'action, hein, clairement. Mm. Parce que c'est la petite voix qui vient de dire, t'es pas assez compétente, il te faut ce dernier diplôme, il te faut cette formation, cette certification. Et en fait, je pense que c'est un doudou, tu vois, ça rassure. Ouais. Et ça empêche, encore une fois, de passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est se confronter à la réalité. C'est se Mm. confronter à, OK, potentiellement, ça peut ne pas fonctionner, hein, mais enfin, je veux dire, comme dans tout, tu Ouais. vois, tu peux traverser la rue et puis te faire renverser par une moto, tu vois. Enfin, je veux dire, Oui, on souhaite ça à personne, mais non, non, on souhaite ça à personne, mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que, oui. tu vois, tu prends des risques dans tout ce que tu fais, Mm. même les choses les plus simples, en fait. C'est pas pour Ouais. dire, allez, vous allez avoir un accident, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu fais, même les choses que tu maîtrises, le risque zéro n'existe pas. Ouais. Et donc, les choses que tu maîtrises pas, bah, en fait, oui, il y a des chances que ça réussisse, mais il y a des chances aussi que ça ne réussisse pas. Mais pour autant, ça voudra pas dire que tu n'es pas compétente. Tu vois, ça veut Mm. juste dire qu'il y a juste des trucs à ajuster. Ouais. Justement, est-ce qu'on peut le dépasser, ce syndrome de l'imposteur? Et si oui, comment? Bah oui, heureusement, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas Non, non, bien sûr, on peut. Alors, euh, moi, au lieu du mot dépasser, j'aime bien l'idée de l'apprivoiser. Ok. Parce que, tu vois, on a tendance à dire que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de mal, la critique interne, tu vois. Mais en fait, la critique interne, finalement, elle est juste là pour te protéger. Tu vois, c'est pas quelque chose. En gros, elle est très basique, hein, très primaire. C'est-à-dire que son but, c'est je veux te protéger du monde extérieur, du potentiel rejet, du potentiel, de la douleur, finalement, tu vois. Elle Mm. s'embarrasse pas de savoir si c'est logique, si c'est, tu vois, ça, non. C'est juste, moi, je veux que tu restes dans ta zone de confort et je veux pas que tu sois confronté à de la douleur. Donc, tu vois, elle cherche juste à te protéger, Ouais. la critique interne. Donc, Mm, mm. déjà, prendre conscience de ça. Et oui, alors, bien entendu, on peut l'apprivoiser. Moi, j'ai développé justement une méthode pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, elle se décompose en 4 étapes. Dans un premier Ok. temps, la première s'appelle la méthode des 4 C. Donc, le premier C, c'est clarifier. Clarifier, c'est déjà, OK, je prends conscience que j'ai cette voix intérieure, que j'ai cette critique interne. Et j'arrive à faire la différence entre ma critique interne et la pensée réaliste. Tu vois, Mm. je suis pas compétente, je suis pourrie, je suis nulle. Ça, clairement, c'est pas de la pensée réaliste. Tu vois, Mm. c'est de la critique interne. Oui, c'est pas très positif. Voilà, non, c'est pas très positif. Tu vois. Ensuite, le deuxième C, c'est le C de compassion. C'est-à-dire que quand je dis t'es trop nul, t'es pas à la hauteur, est-ce que clairement c'est le genre de truc que je dirais à une amie à moi? Si je le dis, si je le dirais pas à une amie, je ne me le dis pas à moi. Mm. Donc aussi accepter que je suis dure avec moi-même et que de toute façon ça me fera pas avancer. Tu vois. Mm. Le troisième C, c'est le C de choisir, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de choisir l'histoire que je me raconte. Ouais. Tu vois. Donc, au lieu de me dire, je n'ai pas le bon diplôme ou j'ai pas les bonnes compétences, je peux aller challenger les pensées et les croyances que j'ai sur mes compétences. Mm, Tu mm. vois, de demander, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai pas les compétences? Quand est-ce que, tu vois, j'ai postulé à un job et j'ai réussi à l'avoir, alors qu'il me manquait 3-4 compétences? Tu vois, Mm, mm. aller poser des questions. Et enfin, le troisième, c'est de créer. Comment je crée des nouvelles croyances sur ma compétence et aussi comment je crée mon inner mentor, qui est un peu l'ennemi de ma Je critique vois. interne, tu vois.
Et voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec ces quatre C. Alors là, je te les fais en simplifié, hein, mais du coup, Mais c'est ça beaucoup. donne déjà Voilà, une mais bonne ça donne approche. une idée. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est se rendre compte que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui justement expérimentent le syndrome de l'imposteur. Et en fait, se rendre compte, et tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, quand moi, je me suis rendu compte que mon histoire, en fait, l'histoire de ce que mes coachés me racontaient, elle faisait écho avec la mienne, je me suis Mm. dit, ben, en fait, on est tous pareils, là. Et, enfin, tu vois, et du coup, ça, je trouve que ça le rend plus léger d'une certaine manière, tu vois. Mm. Mais justement, tu l'évoquais rapidement. Est-ce que, selon toi, c'est beaucoup plus courant qu'on le pense? Est-ce que, je ne sais pas, dans la sphère, c'est dans toutes les sphères pro, à toutes les échelles, dans tout l'organigramme, tu vois? Est-ce que certaines stars ou personnalités l'expérimentent aussi? Ah bah oui, bah, plus tu montes, plus il est fort. Tu Mm. vois, en gros, moi j'aime bien prendre l'analogie tu sais, d'un jeu vidéo. Moi j'aime bien Tomb Raider. Tu vois, c'est vraiment le jeu Ah vidéo. ouais, Et quand je vois. j'étais. Et tu Ok. vois, je me suis remis à y jouer là il y a pas longtemps. Et en fait, euh, bah, quand tu es dans un niveau de Tomb Raider, tu vois, il y a plein de trucs que tu dois overcome, tu vois, enfin, tu dois dépasser, tu as des trucs à faire et tout. Et quand tu finis le niveau, tu es trop contente. Mais sauf Mm. qu'il y a un deuxième niveau, tu vois. Et en fait, il y a toujours un nouveau niveau. Et en fait, c'est exactement la même chose bah, avec l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que tu arrives à un moment dans ta vie pro, tu vas faire, tu expérimentes le syndrome de l'imposteur, après voilà, tu le bombes, nanana, et là, tu es confronté à une nouvelle expérience pro, enfin, on te propose, je sais pas, de devenir manager ou de, tu vois, de grimper un Mm. échelon, et là, Mm. bam, c'est reparti pour un tour. Ouais. Et en fait, plus tu montes, plus, en fait, il va taper fort. Tu vois, Ouais. des personnes, je sais pas, des femmes qui sont directrices des ressources humaines ou même PDG d'une compagnie, mais ça tape très, très fort. Mm. Mm. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en débarrasse pas, mais en tout cas, on apprend à le dompter, à l'apprivoiser et à avoir des outils pour justement dire, bon, allez, c'est Ouais. parti. Et justement, dans le cas de l'évolution professionnelle ou de la reconversion, bah, comment on fait avec le syndrome de l'imposteur? Parce que moi, j'ai souvent aussi ce regard de si je change de domaine, bah, je repars de zéro, alors qu'il y a un capital de compétences qui est là. Quel regard, toi, tu portes là-dessus Ouais. dans ces cas-là? Bah, c'est très intéressant parce qu'effectivement, je pense que le sujet de la reconversion professionnelle, c'est un gros trigger en fait pour le syndrome de l'imposteur. Parce que comme tu dis, je prends le rôle de la débutante. Et Mm. en fait, je pense que c'est extrêmement difficile de prendre le rôle de la débutante quand, comme tu dis, tu as déjà un capital de compétences et tu as déjà été experte Ouais. dans un domaine. Et donc, après, c'est intéressant aussi d'aller interroger la croyance de ce que j'ai sur ce qu'est être débutante. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire que je suis nulle? Est-ce que ça veut dire que je vaux rien? Enfin, tu vois, on se Ouais. fait aussi une Mm. croyance sur ce que c'est, tu vois, de débuter. Mais c'est aussi, en fait, ça s'appelle la courbe de la maîtrise. Et en fait, la courbe de la maîtrise, c'est je suis débutant. Après, j'augmente ma compétence jusqu'à atteindre le niveau expert. Et en fait, quand je veux changer bah, soit de profession où je veux évoluer, Ouais. je reviens toujours en fait au niveau du débutant. Et aussi attention de ne pas penser que parce que vous revenez au niveau débutant, toutes vos compétences passées, toutes vos expériences, elles s'effacent. C'est-à-dire Mm. qu'elles sont, euh, comment, c'est quoi le mot euh, on peut on peut en fait les déplacer. C'est-à-dire que les compétences que j'avais Sont avant, transférables. voilà, elles sont Ouais, c'est ça. transférables. Exactement. Je peux transférer en fait les compétences que j'ai eues vers ce nouveau rôle. Mm. Tout n'est pas perdu. Non, ah ben ça, je suis d'accord. Quel lien tu fais, toi, entre le syndrome de l'imposteur et ce côté légitimité? Alors, la légitimité, c'est intéressant parce que moi, j'adore, tu vois, j'adore l'étymologie des mots, comprendre en fait ce que ça Ok, veut dire. Et tu vois, la légitimité, la racine, c'est ce qui est conforme à la loi. d'accord. Et en gros, du coup, ce qui est intéressant, c'est que
tu vois, pour certains métiers, par exemple chirurgien, avocat, Ouais. finalement, je suis légitime à partir du moment où j'ai un diplôme qui atteste du fait que j'ai le droit de pratiquer. Ouais. Sauf que pour plein de métiers, tu vois, quand par exemple je passe de simple, enfin tu vois, je suis dans une boîte et qu'on me propose de devenir manager, il n'y a pas de diplôme qui va venir attester de ma légitimité à manager une D'accord. équipe. Et donc, du fait que je n'ai pas ce truc-là, tu vois, genre comme si on m'avait adoubé en disant c'est bon, t'as ton petit diplôme, t'as eu des bonnes notes, tu peux être manager. Le fait que je n'ai pas ça, bah forcément, je doute de ma légitimité à faire quelque chose. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est donc, intéressant. bah, c'est lié parce que, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, c'est bah, je suis pas capable, tu vois. Donc finalement, il y a aussi cette pensée, je suis pas légitime. Je ne Ok. suis pas légitime, moi, à être manager. Mais en fait, Mhm. la légitimité, finalement, tu peux la trouver dans plein d'autres choses. C'est-à-dire que déjà, je suis légitime d'essayer, j'ai le droit, tu vois. Moi, Hmm. si tu me disais, par exemple, je peux pas te dire je suis légitime à faire des opérations à cœur ouvert parce que j'ai regardé les 20 saisons de Grey's Anatomy. Tu vois, ça fonctionne pas. Non. Par contre, euh, si je te dis, bah, j'ai envie, je sais pas, de participer aux prochains Jeux Olympiques, je peux te dire que je suis légitime d'avoir le droit d'essayer. C'est-à-dire que j'ai le droit de me dire, après, clairement, j'ai pas du tout la capacité pour gagner la médaille, mais ce que je veux dire, c'est que je suis légitime en droit de vouloir le faire. Tu Ok. vois, Mhm. je suis légitime à vouloir être manager. J'ai le droit d'avoir envie. Tu vois, Oui. et une fois que j'ai passé ce truc-là, de me dire, OK, qu'est-ce qu'un bon manager? De quoi j'ai besoin? Quelles sont les qualités que j'ai envie de mettre en place pour manager mon équipe de la meilleure des manières? C'est quoi les qualités que je vais mobiliser? Et une fois que j'ai ça, je fais au mieux. Et ensuite, la légitimité, elle m'est donnée par le retour des personnes que je manage. Tu vois? Mhm. Ouais. Et quel lien tu fais, toi, entre syndrome de l'imposteur et confiance en soi? Tout à l'heure, on a parlé d'estime de soi, mais je voulais que tu apportes cette nuance avec la confiance en soi. Bah, en fait, finalement, le lien, c'est qu'en fait, le manque de confiance en soi, c'est la conséquence du syndrome de l'imposteur. Parce que, en fait, pour moi, la confiance, c'est cette capacité qu'on a de transformer nos pensées en action. Mhm. Et quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, les pensées que tu as sur toi, c'est pas des super pensées, tu vois. Là, je suis Ouais. trop nulle, je suis trop bête, je suis pas assez. Donc, en fait, comment tu veux transformer en action euh, qui vont, euh, qui vont te permettre d'avoir des super résultats quand déjà tu as des pensées qui sont qui te ramènent plus bas que terre, Ouais. tu vois. Donc en fait, le manque de confiance, c'est la conséquence finalement du syndrome de Ok. l'imposteur. Génial. Au début, tu as parlé de ta spécialisation en leadership féminin. Est-ce que tu veux bien nous donner ta définition du leadership? Ouais. Alors déjà, moi, avant de donner une définition, j'aime bien. Tu vas nous faire l'étymologie du mot aussi? Non, 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 je vais pas vers l'étymologie, mais plutôt définir ce que c'est pas. Ok, Parce que je il y a comprends. souvent, en fait, c'est un mot, on en entend beaucoup parler, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais bien souvent, on en fait une fausse définition. D'accord. Tu vois, donc déjà, le leadership, c'est pas quelque chose qui est lié à la hiérarchie. C'est pas parce que tu es manager, c'est pas parce que tu es directeur euh, que ça fait de toi un leader. Donc en fait, le poste hiérarchique ne garantit pas que que tu sois un leader. Ok. Ensuite, c'est pas non plus un titre. Tu vois, c'est pas parce que tu es CEO d'une boîte Ok. que tu es leader. Mhm. C'est pas non plus lié au trait de personnalité. Tu vois, bien souvent, je trouve, quand on parle de leader, tu vois, on a souvent cette image un peu, je sais pas si tu connais la série Mad Men, tu vois, le mec un Non. peu très charismatique, costard, tu vois, un peu comme ça, tu vois, trait de personnalité extraverti, qui a du bagou. Et Ok. donc, du coup, ça, pareil, ça veut pas dire que tu es un leader. Ouais. C'est pas un trait de personnalité. Et surtout, bah, c'est pas non plus du management. C'est pas, comme je l'ai dit au début, c'est pas parce que tu manages
que tu es un leader, hein. Le management, c'est plus de la planification, tu vois, de la coordination, mesure de trucs, tu vois. Tandis que le leadership, ça va vraiment euh, faire référence à tout ce qui est inspiration, mobilisation des personnes, tu vois. Mhm. Et donc, pour moi, le leadership, et encore une fois, ça c'est ma définition, c'est Ouais. ce que je mets en tout cas dans mes coachings, c'est qu'il réside en 3 dimensions. C'est-à-dire déjà le leadership personnel, ma vision, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, vers quoi j'ai envie d'aller. Ensuite, mes convictions, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie de partager, pourquoi en fait je fais ça, c'est les valeurs, tu vois, que j'ai envie d'insuffler. Ouais. Et puis, tout ce qui est en relation avec ma confiance en moi, ma façon à moi de me gérer, tu vois, de me porter. Ensuite, la deuxième partie, c'est le leadership relationnel. Ouais. Comment est-ce que je communique avec les autres? Euh, Quelle est ma force de persuasion quant au fait de motiver? Mon adaptabilité et puis ma capacité à fédérer autour de moi, autour de la vision que j'ai envie de communiquer, mon autorité, ma posture, tu vois, la façon dont j'ai d'inspirer les autres. Et enfin, le leadership actionnel, c'est quelle stratégie je mets en place? Est-ce que je suis capable, du coup, de faire passer bah, ma vision, de transformer en fait ma vision en action concrète? Hmm. Voilà. Et est-ce qu'on peut devenir un leader ou est-ce qu'il y a des choses de l'ordre de l'inné qu'on a déjà En fait, déjà, je pense que la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie d'en devenir un? Et surtout, pourquoi? Parce que tu mhm. vois, je pense qu'on n'a pas envie de développer son leadership juste pour rester les fesses sur son canapé. Tu vois, il y a quelque chose derrière. Et bien souvent, c'est que si j'ai envie de l'idée, c'est que j'ai une vision, j'ai un truc, tu vois, que j'ai Mhm. envie de partager aux autres. Donc, ça, déjà, c'est le premier point. Maintenant, je pense qu'effectivement, tout le monde a la possibilité de le faire. Et encore une fois, comme je le disais, c'est pas un trait de personnalité. C'est pas parce que vous êtes extraverti que vous allez mieux l'idée. Les introvertis, tu vois. Enfin, moi, j'ai plein de femmes qui sont introverties et qui pensent que justement l'introversion, c'est pas un trait pour le leadership, alors que pas du tout. Tu vois, moi, Mhm. je peux te citer des personnes. Si je te dis Mère Teresa, Ouais. Mère Teresa, en fait, tu peux la considérer comme une leader. La meuf, elle a soulevé des montagnes, tu vois. Ouais. Et c'est Et- là aussi où c'est pas forcément un titre. Et je sais plus comment elle s'appelait aussi, cette jeune je crois qu'elle avait genre 15 ans, elle s'était fait tirer dessus. Ah, Malala. Ouais, voilà. Bah, pareil, Hmm. tu vois. Ouais. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as des rôles modèles de leadership au-delà des deux exemples que tu viens de... Alors moi, je suis très famille royale. Oui, tu as J'adorais le la droit. reine. J'adorais la reine. Je trouve que, alors, pour moi, euh, d'une façon, alors, La reine, on est d'accord, Élisabeth II, reine oui, d'Angleterre. Ok, ouais, ouais, qu'on ouais. soit bien sur la Parce que même tu vois, il y ref. avait vraiment ce truc d'abnégation de soi et de faire passer en fait le rôle qu'elle avait au-dessus de son rôle de femme ou d'être humain normal en fait. Tu vois, Hmm. elle incarnait quelque chose qui était plus grand qu'elle. Et je pense qu'elle a fait énormément de sacrifices, tu vois, Hmm. dans sa vie parce que ses convictions sur le rôle en fait qui était le sien étaient beaucoup plus fortes que juste le fait d'être une femme normale. Et au-delà donc, de la reine, j'aime beaucoup aussi Lady Di parce que je trouve que il y a eu une vraie transformation. C'est-à-dire que elle est passée d'une femme, j'ai pas envie de dire soumise, mais en tout cas très, tu le voyais, tu vois, elle était derrière Charles, enfin, elle n'était pas non Hmm. plus. Et en fait, Effacée. elle était effacée et elle s'est transformée. Tu vois, genre, elle a pris son pouvoir, elle a dit c'est bon, euh, je vais être qui j'ai envie d'être. Et tu vois, enfin, tu le vois dans toutes les causes humanitaires qu'elle a Ouais, défendues. déjà, c'est à ça que je pensais de son Ouais, côté mm, engagé et ouais. engagement auprès En fait, des elle a différentes causes. transcendé finalement. Je pense que c'est une personne qui a eu beaucoup de douleur, tu vois, le fait de savoir que finalement son mari, il n'était pas amoureux d'elle, il aimait une autre, hein, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle a transcendé ce truc-là et elle en a fait quelque chose de très puissant. Donc c'est en ça aussi que j'admire Lady Di. Et finalement, en fait, les rôles modèles que j'ai, c'est aussi, tu vois, les personnes ordinaires, en fait, qui finalement réussissent à aller au-delà de leur peur
et elles osent, tu vois, elles font quelque chose. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple justement à nous partager de ce que tu as pu voir et Ouais, accompagner? ouais, bah après, c'est des, tu vois, c'est des personnes que j'ai eues en coaching. Je sais pas, par exemple, d'une fille qui avait une peur monstre de poster sur LinkedIn, tu vois, et puis bah au final, elle l'a fait, et au final, elle s'est rendue compte que bah ah ouais, en fait, je me suis vraiment fait toute une montagne de ça, ou tu vois, une autre qui faisait des crises d'angoisse parce que elle a bah, vraiment dans le rôle de l'experte aussi, tu vois, crise d'angoisse, et si on me pose une question à laquelle je sais pas répondre, tu vois, mais Ouais. vraiment crise d'angoisse. OK. Et en fait, bah, se rendre compte que bah, finalement, oui, peut-être que j'ai pas la réponse tout de suite, mais je sais où aller la chercher. Donc en fait, il n'y a pas de problème. OK. Tu vois, de vraiment avoir un shift, en fait, dans la façon de voir les choses. Mmh. Et c'est ça qui t'anime aujourd'hui? Ouais. Ouais, on Ouais, c'est sent ça pas. qui Mmh. m'anime de me dire que, bah, en fait, parfois, on croit, et à tort, tu vois, qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Mais au final, quand on les a fait, on se dit, mais qu'est-ce que j'étais con. Franchement, c'était vraiment pas si difficile que ça. Et est-ce que tu as un exemple, peut-être personnel de ton propre parcours à partager? Bah, moi, j'ai toujours été un peu. Moi, je suis très extrême comme personne. C'est-à-dire que, tu vois, je vais avoir tendance, c'est tout ou rien. Et OK. je pense que je suis fière finalement de mon parcours, dans le sens où, tu vois, j'ai pas hésité à partir hyper loin pour étudier toute seule. Enfin, j'ai recommencé ma vie plusieurs fois dans plusieurs pays différents. Euh, et comme je disais, tu vois, quand je suis extrême, c'est-à-dire, je vais avoir tendance, ouais, il y a quelques années déjà, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre ce que c'est que le Muay Thai, c'est la boxe Thai. OK. Bah, tu vois, je peux très bien me dire, je vais aller dans une classe, je vais trouver un petit cours à côté. Ah non, non, non. Moi, je pars en Thaïlande, je pars dans un camp d'entraînement pendant 2 mois. En plus, c'est Et à la dure, hein? ouais, mais du coup, tu vois, je me dis, bah, et pourtant, j'ai des doutes, tu vois. Parce que je peux te dire que quand je suis arrivée et que j'ai fait mon premier cours et que j'ai vu mes jambes pleines de bleu et que j'arrivais plus à marcher, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et pour autant, s'il y a bien un truc dont je suis convaincue, c'est de notre adaptabilité. C'est-à-dire que quand on trouve quelque chose de dur au début, plus on va le faire, plus on va trouver ça facile. Et ça, Ouais. j'ai vraiment jamais de doute là-dessus. Oui, il y a aussi une notion de progression. Moi, c'est ce Mm. que je dis toujours. Il y a aussi cette phase d'apprentissage et le but, c'est aussi, tu vois, on dit toujours, faut au moins démarrer, quoi, au moins tenter Exactement. et Mm. après, ça laisse le temps aussi de voir, de réajuster, Mm. s'il y a besoin. Ouais, exactement. Donc Mmh. ça, c'est une croyance qui m'aide énormément. De savoir que ouais, c'est dur là maintenant, mais dans 3, 4 jours ou peut-être un mois, ça ira mieux. Et alors, au bout des 2 mois, l'entraînement de boxe thaï, c'était Ah bah moi comment? j'ai adoré, hein. Après, mais tu sais, en fait, c'est drôle parce que je parle de ça, de l'adaptation, mais je me souviens, il y avait une fille avec qui je partageais pas une chambre, mais on avait un espèce de petit bungalow. Et cette fille, quand je l'ai vue, elle était un peu précieuse, tu vois. Ouais, Et je me souviens, parce que l'entraînement, tu sais, il y avait des gros pneus, tu sais, sur ouais, lesquels on pouvait, pour l'échauffement, soit tu sautais à la corde, soit tu sautais sur ce gros pneu. Bon, un OK, pneu, c'est pas hyper propre, tu vois. Et ouais. tu vois, je me souviens au début, elle était là, ah, mais c'est dégoûtant. Et tu vois, elle voulait vraiment pas toucher les trucs. Et je me souviens, 3 semaines après, je la voyais, elle était allongée, assise là dans le pneu. C'est comme ça. Et je me dis, tu vois, finalement, en fait, ce que tu considères dégoûtant ou hyper dur au début, bah, au final, après, tu vois, regarde, 3 semaines après, elle était allongée dans, elle Et se était rouler allongée dans dessus. le pneu. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager, autour du syndrome de l'imposteur? Ouais, bah déjà, pour moi, le plus important, comme je l'ai dit, parlez-en. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, et vous vous rendrez compte que du coup, bah, enfin, les autres aussi, en fait, elles ressentent ce que vous ressentez. Et comme je disais, bah, ça donne plus de légèreté, ça donne plus de légèreté à la chose. Et, euh, et le deuxième conseil aussi que je peux donner, c'est bah, de se faire accompagner. Si vraiment ça pose problème et ça vous empêche d'aller vers ce que vous voulez vraiment, faites-vous aider. Mmh mh. Pas 3 conseils, mais c'est deux. Voilà. Mais ça me va très bien, il y a pas de Mm, problème. mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Alors, on peut me retrouver notamment sur LinkedIn. Ouais. Je vous avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Mais voilà, je suis sur LinkedIn et je suis aussi sur Instagram, mais pareil, hein, je poste pas énormément. J'ai cette idée où je me dis je vais revenir, mais bientôt, bientôt. Je pense que je vais revenir sur Insta, mais en tout cas, voilà, principalement sur LinkedIn et sur Instagram. Top. Alors, ça va être l'heure de notre conclusion. Et tu connais la consigne ici, c'est l'invité qui conclut. Donc, c'est le dernier message que tu as à transmettre. La consigne étant déterminée par le titre du podcast, n'oubliez pas de rêver. Et comme tu habites à Valence, si tu veux nous dire un petit mot en espagnol, je serais aussi ravie. Je t'écoute. Juste avant de dire Oui, un mot en espagnol, je trouve ça intéressant, le n'oubliez pas de rêver. Mais moi, ouais. j'ai envie de rajouter, n'oubliez pas de rêver grand et d'agir petit. C'est-à-dire que parfois, euh, quand on a un rêve, quand on a envie de faire quelque chose, on est souvent découragé parce qu'on se dit qu'il y a énormément de choses à faire, que c'est Hmm. compliqué. Et en fait, l'idée, c'est pas de rêver plus petit, toujours de rêver grand, mais de se dire que je peux rêver grand et agir tout petit. C'est-à-dire que je peux te décomposer et je peux faire un premier pas, et ensuite un second pas, et ensuite un troisième pas. Voilà. Génial. Et sinon, no sé qué decir. Non, je suis prise au dépourvu, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire en espagnol. Euh, No olvides de soñar. Il y a ça. Merci beaucoup. C'était génial. Merci à toi, Lucie. Merci, à bientôt, Gwenaëlle. À bientôt.